d'Algérie. Donc, pour la présentation de notre invité, je passe la parole à notre ami Wissem pour la présentation. Wissem Degleb. Donc, Zulflaouen, comme Mouloud l'a bien insinué, chaque samedi et enfin chaque semaine, dans les week-ends, le café littéraire invite un romancier ou bien une romancière. Donc cette fois-ci, c'est Farida Safieddine qui voilà, écrivaine. Et beaucoup plus, elle écrit sur la voix des femmes, c'est bien ça, sur la condition de la femme. Et Farida est née en 1953 à Borj, donc elle est d'origine de Borj Bayrij. Elle a fait ses études supérieures à Sétif, où elle s'est même installée pour enseigner par la suite à l'université. Donc elle a fait des études en langue et littérature anglaise. Et juste après sa retraite, elle a commencé, je pense qu'elle écrivait bien avant, mais elle a publié juste après, en étant retraitée. Le livre, d'après ce que j'ai lu, enfin la préface que j'ai lue seulement, c'est un témoignage de la domination justement masculine que les femmes subissent. Et c'est une sorte d'un déployé pour l'amélioration de la condition précaire des femmes algériennes. Voilà. On lui rend la parole. On lui donne la parole. Elle va nous parler autour de son livre qu'il a intitulé Voix de femme, voix de fée. Un livre que j'imagine passionnant, je ne l'ai pas lu, mais d'après certaines analyses, ils disent de ce livre que de bonnes choses. Nous lui souhaitons la bienvenue et une bonne prestation. Donc la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre accueil. Je suis très émue d'être ici parmi vous. Je dois le dire, je suis très émue. Être au café littéraire de Ouaqa, ce n'est pas rien du tout. Le café littéraire de Ouaqa a acquis une sacrée réputation du fait de sa résistance aux multiples tentatives de fermeture de ce lieu d'expression. Et être parmi vous est une joie. Moi, je suis positivement ravie d'être parmi vous et de pouvoir vous parler de mon livre Voix de fête, voix de femme, voix de fête. Et je saisis l'occasion pour remercier M. Tiakout de m'avoir invité à cette rencontre qui, j'espère, sera très fructueuse en débat et en expression libre. C'est un lieu d'expression libre et j'espère qu'il le restera longtemps. Et je souhaite qu'en Algérie, les lieux comme le café littéraire de Ouaqa se multiplient, qu'il y en ait partout en Algérie, que les librairies, que les bibliothèques, que les cafés littéraires, que les associations culturelles se multiplient, parce que c'est une manière d'exister et de faire de cette société ce qu'on a envie d'en faire. Nous avons vu qu'il y a une manière de réagir à travers la création de partis politiques en 88. Il y a eu une libération du champ politique, entre guillemets, mais nous avons vu que le militantisme partisan, nous avons vu qu'il n'était pas allé très loin de par la récupération des soi-disant partis politiques d'opposition. La seule alternative qui reste pour que la société civile puisse s'exprimer, c'est à travers ces associations culturelles qui résistent, et qui non seulement résistent, mais qui proposent une autre manière de faire, une autre manière d'exister, qui engage une réflexion et qui invite à une autre perception de ce qui se passe dans notre pays. Donc c'est pour ça que justement je tenais vraiment à vous remercier, Monsieur Tiakout, pour l'invitation, et je tenais à dire que j'étais vraiment positivement ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler de mon livre, donc Voix de fête, voix de femme, voix de fête.
Mademoiselle Wissem, tout à l'heure, en me présentant, avait, évidemment, je ne lui en veux pas, parce qu'elle ne me connaît pas très bien. Donc, elle m'a présenté en disant que j'avais fait mes études à Sétif. À l'époque, à Sétif, il n'y avait que les deux lycées. Il y avait Medikaïd pour les filles, il y avait Karouani pour les garçons. Et pour nos études supérieures, on était obligés de se déplacer sur Alger ou sur Constantine. Et moi, j'ai été à Constantine pour mes études supérieures en langue anglaise. Puis, après ça, je suis retournée à Sétif, on s'est établi, mon mari et moi, à Sétif. Et depuis, j'ai enseigné à l'université de Sétif, où j'ai fini par diriger le département des langues étrangères. Puis, je me suis un peu déplacée sur Ouagla, sur Borj. Et j'ai fini par prendre ma retraite un peu tôt, c'est vrai, parce que, pour raison de santé, pour d'autres raisons, donc j'ai pris ma retraite. Et ça m'a permis justement de me donner du temps pour l'écriture qui est une ancienne passion. Il est vrai que ce n'est que cette année que je publie, mais mes écrits datent quand même de bien avant, et connaissant le problème de l'édition en Algérie, on n'arrive pas à se faire publier aisément. Donc ceci explique cela, c'est ce qui explique que je n'ai pas essayé de publier avant. Voix de femme, voix de fée parle de femmes, de problèmes de femmes, mais ce n'est pas l'unique. Ce n'est pas ce qui m'intéresse exclusivement. Je veux dire, j'ai écrit ce livre parce que j'avais envie de dire des choses sur la condition féminine en Algérie, mais je m'intéresse aussi à d'autres choses. Je veux dire que je ne suis pas comme Wissem, une féministe pure et dure. Je suis féministe dans la mesure où je défends les droits des femmes, mais il n'y a pas que ça. Je veux dire que j'espère étendre quand même mon intérêt à d'autres domaines. Et encore une fois, quand je parle du problème des femmes, je ne me dis pas féministe dans la mesure où je me dis que les problèmes que vivent les femmes, je préfère en parler pour les femmes en tant que femme, c'est-à-dire en tant qu'être humain. En tant qu'être humain. La femme est un être humain. Et je défends ses droits comme je défendrais le droit de n'importe quel être humain, qu'il soit homme, femme ou enfant. Cet antagonisme qu'on essaie de monter entre la femme et l'homme, j'estime qu'il ne fait qu'apporter encore plus de problèmes au problème des droits des femmes en Algérie. Donc, Voix de femme, voix de fée, un livre à travers lequel j'ai voulu, par le biais d'une histoire, de l'histoire d'une famille algérienne, à travers 3 générations, à partir des années 40 jusqu'à la fin des années 90, l'histoire d'une famille où la domination masculine est perpétuée et transmise de génération en génération, sans même qu'on ait conscience qu'il y a vraiment réelle volonté consciente de domination des hommes. C'est des atavismes qui s'expriment, c'est des comportements qui sont hérités, qui restent dans les mentalités et qui maintiennent la femme dans la domination masculine. Ces comportements et ces atavismes sont même relayés par d'autres femmes pour maintenir la femme, toujours la femme, sous la domination masculine. Alors, j'aimerais vous brosser rapidement un tableau des conditions des femmes un petit peu partout dans le monde pour un peu situer le problème en Algérie. Beaucoup de... Je n'irai pas jusqu'à dire beaucoup, mais quelques personnes, à la lecture de mon livre, m'ont fait le reproche de parler de quelque chose de dépassé chez nous. Ils m'ont fait le reproche de parler de choses qui sont obsolètes parce que, selon ces personnes, les femmes algériennes n'ont plus de problème chez nous. Les femmes sont libres
et libérées. Elles ont tout ce qu'il leur faut. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat et surtout pas de quoi publier un roman. Et c'est pour ça que je tiens à vous brosser ce tableau, parce que ce problème, le problème des droits des femmes, est un problème que la femme vit un peu partout dans le monde. Ce n'est pas un problème spécifique à l'Algérie, ce n'est pas un problème spécifique aux sociétés entre guillemets arabo-musulmanes. Partout dans le monde, en Inde comme dans pratiquement tous les pays d'Afrique, les femmes souffrent. Les droits des femmes ne sont pas respectés. Tout simplement parce qu'elles ne sont pas considérées comme des êtres humains à part entière. Il y a eu une étude faite par une ONG britannique, une organisation non gouvernementale britannique, qui s'appelle Save the Children. Une étude qui a été faite sur 144 pays dans le monde. Et selon 5 critères, voyons voir, je voudrais mentionner les critères sur lesquels s'est basée cette étude. Il y a eu un critère sur la représentativité de la femme dans les différentes institutions parlementaires comme le Sénat, le Parlement. Il y a eu les mariages précoces, deuxième critère, deuxième indicateur, l'éducation pour les femmes. Il y a eu également les grossesses à l'âge de l'adolescence et la mortalité infantile. Sur ces 5 indicateurs, l'organisation Save the Children a établi un classement. Selon ce classement, la Suède et les pays nordiques viennent en tête. Vous me direz, jusque-là, ça va dans l'ordre des choses. Là, rien de nouveau sur le ciel bleu, c'est bon, on le sait. On le sait qu'il vaut mieux naître en Suède qu'en Arabie Saoudite ou en Inde ou au Niger. On le sait. Mais pas que. Ça a révélé également que le continent africain, par exemple, était classé parmi presque tout à fait au bas du tableau. 50 pays africains sont déficients par rapport à l'observation des droits de la femme et par rapport au respect des droits de la femme. Le pire des pays étant le Niger. Le Niger, il ne fait pas bon être une femme au Niger. C'est pas bon du tout. On a corrélé le respect des droits des femmes et l'existence de lois en faveur de la promotion des droits des femmes avec le développement. Donc on s'attend à ce que la plupart des pays européens, avec les États-Unis, le Canada, etc., aient les premières places juste après les pays nordiques. Pas vraiment. Pas vraiment. Si on prend par exemple les États-Unis occupent la 32e place, tenez-vous bien, après l'Algérie. Après l'Algérie. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Il y a plein de poutres qu'on jette aux yeux, ou alors les critères, on peut ne pas être d'accord avec les critères sur lesquels s'est basée cette étude et qui ont donné ces résultats. Donc les États-Unis, après l'Algérie, pourquoi? Premièrement parce que aux États-Unis, il est vrai que la femme n'est pas très protégée. Ça, c'est une vérité, on ne le sait pas. Souvent, on ne le sait pas, on pense que les Américaines sont privilégiées. Elles sont peut-être privilégiées par rapport à beaucoup d'autres femmes dans le monde, mais elles ne le sont pas tant que ça, parce que leur protection n'est pas acquise. Elle n'est même pas dans les lois, puisque la femme, quand elle accouche, elle n'a même pas droit à un congé de maternité. Si une femme accouche et a des enfants, si elle choisit de faire des enfants, elle reste à la maison. Elle ne peut pas
bénéficier de mesures sociales qui lui permettent d'élever dans un premier temps ses enfants, ensuite de reprendre le travail. Donc, États-Unis, 32e après l'Algérie, parce que la femme n'est pas très représentée au niveau du Parlement, il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont dans des postes décisionnels sur le plan politique. Deuxièmement, il y a énormément de mortalité infantile. Il y a une mortalité infantile importante aux États-Unis. Il y a également beaucoup de naissances lors de l'adolescence, c'est-à-dire à un âge très jeune. Et ceci est surtout remarquable dans des milieux comme par exemple les milieux des minorités ethniques comme les Blacks, les Hispaniques, etc. Évidemment, la corrélation est évidente avec les milieux les plus pauvres de la société, les classes les plus pauvres. La France occupe la 18e place. La France est beaucoup mieux pour les femmes, il fait beaucoup mieux vivre, il vaut mieux être en France qu'aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de dispositions sociales quand même qui accompagnent la femme dans, par exemple, son désir de travailler en même temps que d'élever des enfants, etc. Mais il y a un problème chez eux qui n'existe pas chez nous, c'est l'égalité salariale. Il n'y a pas de texte qui garantisse que, à charge de travail, à responsabilité égale, la femme puisse avoir le même salaire qu'un homme. Et ceci est vrai, pas uniquement en France, mais dans beaucoup de pays européens. Il y a certains pays européens qui rejoignent les pays nordiques, comme par exemple le Portugal, comme par exemple la Belgique, mais grosso modo, il reste encore beaucoup de choses à faire sur le plan des droits de la femme en Europe et dans d'autres pays occidentaux. Néanmoins, on ne peut que faire la corrélation entre la pauvreté, l'état de pays en guerre et la dégradation de la condition féminine dans le monde. Comme je vous l'ai dit, le continent africain brille par le fait que la majeure partie des pays africains font des misères aux femmes. Les droits des femmes ne sont pas respectés, la femme est très maltraitée, il n'y a pas de loi pour la protéger, elle n'est pas protégée dans les faits ni dans les textes, et quand il y a conflit, la première personne à trinquer, la première catégorie de gens à trinquer, c'est la femme et les enfants, bien sûr. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, le problème n'est pas un problème uniquement algérien. Il y a beaucoup de pays qui nous rejoignent dans le fait que la condition féminine n'est pas brillante chez nous et précaire. Les femmes sont très maltraitées. Les femmes partout dans le monde, quand il y a un conflit par exemple, sont les premières à souffrir de ce conflit. Avec le viol, avec l'esclavage sexuel, elles sont les premières à subir le contre-coup d'une situation de conflit. Les enfants évidemment, avec. Les enfants avec. Donc là, si on prend, donc là c'est juste un petit, rapidement on a vu un petit peu la situation des droits de la femme et de la protection des droits de la femme dans le monde. On a vu qu'on n'était pas les seuls dans ce cas-là. Sur le plan de l'histoire, je ne vais pas remonter très très loin, je dirais simplement que avant l'indépendance, la situation de la femme était très dégradée. Mais la situation des hommes l'était tout autant. C'est-à-dire, c'était les indigènes, ils étaient sous occupation, et la femme n'était pas la situation de la femme était précaire, mais la situation des hommes ne valait guère mieux. Néanmoins, il y avait quand même une domination masculine sur les femmes. Sur les femmes. Les femmes étaient
les femmes étaient dans une situation pire que celle des hommes, mais il n'y avait pas une grande différence. On était sous domination. Après l'indépendance, il y a eu vraiment de l'espoir. Il y a eu un espoir fou de voir les femmes prendre une place, leur place, la place qui leur revient dans la société. Une société qui se construisait, qui avait plein d'espoir pour une vie meilleure, c'était beaucoup de... Je n'ai pas d'autre mot qu'un espoir absolument immense de faire que tous les Algériens, hommes, femmes et enfants, puissent vivre une meilleure vie que quand ils étaient sous domination française. Les femmes, pendant la guerre de libération, ont quitté leur foyer et sont montées au maquis. Elles se sont données à fond pour la liberté, pour la libération du pays. Elles sont montées au maquis. Elles ont brisé les barrières, parce qu'il faut le faire. Rien ne les préparait à quitter le foyer, à assumer des rôles dans le maquis, un terrain absolument étranger à la femme, et on n'en voulait pas trop des femmes au maquis de toute façon. Les femmes, quand on voit les témoignages qu'elles ont écrits, quand on voit les témoignages des anciennes, des mujahidètes qui sont encore en vie ou qui ont laissé des écrits après elles ont parlé de cette réticence à voir la femme rejoindre le maquis. Mais la femme l'a fait parce qu'elle s'est sentie interpellée par le pays qui a été le sien. Elle s'est considérée comme partie prenante, elle a pris parti, elle a brisé les liens familiaux parce qu'il fallait s'opposer à sa famille. Vous imaginez une jeune femme, la plupart du temps, qui n'avait pas plus de 16-17 ans, du jour au lendemain, partir, elle devait le faire dans la clandestinité par rapport à ses parents. Clandestinité par rapport à l'occupant, mais aussi par rapport à ses parents. Les parents étaient réticents, ils ne voulaient pas que leur fille rejoigne le maquis. Mais elles l'ont fait, elles ont été nombreuses à le faire, elles ont été nombreuses à se sacrifier. Et au lendemain de l'indépendance, qu'est-ce qu'on leur a dit? On leur a dit, rentrez chez vous, retournez à vos cuisines, à vos fourneaux, retournez à vos cuisines. Donc vous voyez un petit peu la désillusion des femmes algériennes en participant à la libération du pays, en allant dans le maquis, en prenant les armes et en combattant côte à côte avec leurs compagnons, les hommes, les Algériens, se sont vus refoulés. Refoulés, j'utilise le mot avant des sciences parce que ce n'était pas ce qu'elles voulaient. Elles voulaient participer aussi à la construction. Elles ont contribué à libérer le pays. Elles voulaient aussi contribuer à construire le pays. Mais on leur a dit, donc maintenant, ça suffit, rentrez chez vous, allez dans vos cuisines, retournez à vos fourneaux, allez torcher vos gosses, ça y est, on n'a plus besoin de vous. Donc il y a eu une régression, du moins par rapport aux espoirs exprimés par les femmes et par une certaine catégorie d'hommes, politiques ou autres, qui voulaient vraiment voir l'Algérie s'épanouir et se libérer de tous les carcans, entre autres celui du conservatisme et de beaucoup d'autres problèmes inhérents à la société algérienne. Il y a eu quand même, après l'indépendance, des faits marquants pour les femmes, parce que les femmes ont été inscrites, se sont inscrites, les filles ont rejoint les bancs de l'école, il y a eu une scolarisation massive des filles. Et les filles ont rejoint les écoles, les lycées, les collèges, et puis elles sont parties à l'université, et elles ont occupé quand même le terrain au niveau de l'éducation nationale, au niveau de l'université. Il y a eu énormément de filles qui ont fait des études universitaires, et là aujourd'hui, quand je pense à toutes les filles qui réussissent à l'université, elles ne vont pas suivre uniquement à l'université, elles réussissent à l'université. Les statistiques sont là, les filles réussissent mieux que les garçons à l'école et à l'université. Quand on leur donne leur chance, elles sont là, et elles s'imposent. Elles sont là, elles s'imposent.
Donc il y avait quand même cet espoir que par le biais de l'éducation, de l'instruction, par le biais du travail rémunéré, parce qu'il ne faut pas croire que quand la femme est à la maison, elle ne travaille pas. Elle travaille et elle participe aussi à la construction et à l'économie locale. Quand elle est par exemple dans la campagne, elle s'occupe de beaucoup de choses, aussi bien à la maison que dans la localité où elle se trouve, sous forme de travaux agricoles et tout ça, mais parce que ça n'est pas rémunéré, ça n'est pas visible. Donc, ça n'est pas... Elle travaille à la maison, elle élève des enfants, elle crée le bien-être pour tous les membres de la famille, elle prépare à manger, elle nettoie. Tout ça, c'est du travail, mais il n'est pas rémunéré, donc il n'est pas visible. Donc, on dit généralement qu'une femme au foyer, c'est une femme inactive. Rien n'est plus faux. Elle est très active. Et elle est très engagée également dans la construction même de l'avenir du pays, parce que c'est elle qui élève les enfants, c'est elle qui transmet les traditions et la culture du pays, c'est elle qui apprend la langue. D'ailleurs, on dit la langue mère, c'est très révélateur. Et quand on pense à tout le littoral, qui a un certain mode de vie, je ne sais pas pour ce qui se passe pour l'intérieur du pays, mais je sais que en Petite Kabylie, en Grande Kabylie, les femmes participent également à l'économie, parce que pendant longtemps, ce sont les femmes qui se sont occupées d'agriculture. Il y avait une culture vivrière, certes, parce que la géographie ne le permettait pas, les petits lopins les lopins de terre étaient petits, on ne pouvait pas faire une agriculture extensive, comme par exemple dans l'intérieur du pays avec l'agriculture céréalière. Les femmes avaient leurs petits lopins et c'était les femmes qui faisaient pousser les légumes qui servaient à la subsistance familiale. Elles s'occupaient donc d'élever des enfants, de créer le bien-être autour d'elles, et en même temps, elle ramenait, comme entre guillemets, le pain à la maison. Vous allez me dire, mais alors le monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il faisait? Je vous domine. Mais, et c'est fantastique comme somme de travail. Donc, elle est présente, même quand son travail n'est pas rémunéré, elle présente à la société quand même, dans le cadre de la solidarité domestique, familiale, un intérêt certain, et elle bosse beaucoup. Mais en retour, on n'est pas reconnaissant envers ses efforts. On l'enferme. On la spolie de ses droits. Tout le monde sait que, par exemple, en Kabylie, il y a le problème de l'héritage. L'héritage, un sujet sensible, mais un sujet quand même réel, bien objectif. On a carrément occulté la part d'héritage des femmes dans nos sociétés. Il y a plusieurs raisons à cela. Pas uniquement à cause de la religion. Je sais qu'au niveau de la Kabylie, les raisons sont multiples, mais ne sont pas à la base un problème religieux. Il y a le fait que, vu le relief, le fait qu'une femme, quand elle se marie, c'est pour ça que pendant longtemps, on a privilégié les mariages consanguins, pour garder les lopins de terre et ne pas morceler la terre, c'est-à-dire la source de subsistance. Donc, tant que la femme se mariait avec son cousin, etc., il n'y avait pas de problème. Mais dès qu'elle sortait se marier dans une autre tribu, là, ça posait problème. Donc, on essayait de lui dire, non, là, tu vas ailleurs, tu n'as pas droit à l'héritage. Pour garder justement l'intégralité des moyens de subsistance. Bon, il y a d'autres raisons, évidemment. Il y a d'autres raisons. Le fait religieux est venu se greffer sur cela. Il y a une étude qui a été faite par quelqu'un dont je ne me souviens pas le nom, très bien, je pourrais le chercher ici, mais il y a une étude très sérieuse qui a été faite dans ce sens-là pour expliquer les raisons du fait que les femmes n'héritaient pas dans la région de
on a été jusqu'à voter l'exaltation des femmes. Exactement, justement. Il y a eu une étude, je ne sais pas si je peux, je ne veux pas perdre du temps à chercher, mais il y a eu une étude très sérieuse qui a été faite, qui est exhaustive aussi, dans la mesure où elle est très documentée, qui explique le pourquoi de l'ex-élédation, justement, des femmes en Kabylie. Donc, on a voulu, elle fait sa part des choses, mais en retour, elle n'est pas récompensée. On ne la récompense pas. Pourquoi? La question se pose. La question se pose. Pourquoi? Est-ce parce que la femme n'est pas un être humain à part entière? Parce que si on se considère comme être humain, et si on considère l'autre, la femme, comme un être humain, on devrait pouvoir jouir de l'égalité des droits. C'est logique, non? Ça devrait être quelque chose de logique. Des êtres humains, un homme, une femme, quel que soit le genre, l'homme, la femme, ont des droits imprescriptibles. C'est des droits qui sont consacrés. Ils sont consacrés dans plusieurs textes internationaux auxquels l'Algérie a ratifié, et ils sont consacrés dans notre Constitution. Dans la Constitution de 1976, il est dit, dans les articles 39, 40, 42, très clairement, que la femme jouit de ses droits, tout comme un homme. C'est-à-dire que rien, tout est prévu dans la Constitution pour que la femme puisse avoir ses droits, tout comme un homme. Elle est citoyenne à part entière. Sur le plan juridique, elle est responsable. Elle a toute sa capacité, elle est citoyenne pleine, entière. Mais dans les faits, ce n'est pas ce qui se passe. Ce n'est pas ce qui se passe. Déjà, dans les faits, quand on se base sur la Constitution, avec tous les textes qui protègent la femme, à côté vient, dans le tableau, le Code de la famille. Un peu plus tard, oui. Un peu plus tard. C'est à partir de la moitié des années 80 et jusqu'à la fin des années 90. Ce Code de la famille qui vient carrément contrevenir au texte de loi de la Constitution. Ça vient contrevenir, ça va à l'encontre de ce que stipule la Constitution. On se demande justement, on se pose la question, mais quand on démarre avec un texte universaliste, résolument moderne, quand on voit que l'Algérie officielle a signé tous les textes, toutes les conventions internationales qui garantissent les droits des êtres humains et des femmes en particulier, parce qu'elles sont plus vulnérables. On connaît la situation des femmes, donc il y a eu des dispositions légales pour les protéger par rapport au reste de la population. On se demande pourquoi ce code de la famille vient là comme une verrue dans un visage, sur le nez. L'inspiration, quand on pense au droit public, c'est plus ou moins inspiré des lois et des textes juridiques français. On sait que nos lois, sur ce qui concerne la gestion des affaires publiques, nous vient, pour la plupart, de la France. Le code de la famille, d'où vient-il? Le code de la famille nous vient de faits religieux, de la charia islamique et des traditions algériennes. C'est un droit coutumier et un droit... Et là, je pense que la France a fait exprès parce que déjà, quand la France existait, il y avait le cadi pour les indigènes et il y avait le juge d'instruction pour ce qui concernait la population française. Je veux dire que la France n'est pas tout à fait innocente dans l'état des choses qui existent actuellement. Parce qu'il y a eu deux façons de faire. Une façon de faire pour les Français d'Algérie et une façon de faire pour les indigènes qu'on laissait entre les bras de leur cadi. Qui reste, on n'a pas trop, on s'en lave les mains.
Donc, je dirais que même si au lendemain de l'indépendance, la volonté était manifeste de changer les choses et d'avancer, il y a eu une régression à partir des années 80-90, parce que justement, je crois que nos dirigeants ont voulu ménager le chou et la chèvre. Ils ont voulu ménager le chou et la chèvre. Ils ont voulu ne pas offusquer une certaine partie de la population parce qu'il fallait se ménager des sympathies de ce côté-là, peut-être déjà en pensant aux élections, etc., etc. Donc, quand on voit la dichotomie qui existe entre les textes qui gèrent le domaine public et les textes qui gèrent le droit privé et le droit des personnes, il y a une contradiction flagrante. Je veux dire que si on applique le Code de la famille tout en maintenant les lois qui existent au niveau de la Constitution, on est dans l'illégalité totale. Les années 80 ont marqué un tournant dans l'histoire de l'Algérie. Les années 90, pas besoin de m'expliquer et d'aller plus avant, ont marqué une nette régression dans toute dans la vie de tous les Algériens. Un drame qui reste dans les mémoires. Un drame dont on n'arrive pas à se dépêtrer jusqu'à présent. Donc, on a vu un petit peu la situation de la femme dans le monde, comment on se situe par rapport aux autres pays, à leur gestion des affaires des femmes. On a vu un petit peu sur le plan historique comment ça a évolué chez nous. On a réalisé justement que la femme faisant 50% de la population d'un pays, on avait besoin de ces 50% pour avancer. On ne pouvait pas faire autrement que de les intégrer à l'effort de construction et de gestion du pays. Donc on a essayé de faire avancer un petit peu les choses et d'aller à l'encontre des thèses qui nous poussaient vers la régression. Et il y a eu des lois en 2005 en faveur de la participation de la femme dans la vie politique du pays. C'était en 2005. La parité. La parité, la fameuse parité. La fameuse parité qui a fait que pour une fois, alors que le Parlement, le Sénat était quasiment à 100% d'occupation masculine, on a vu le chiffre effarant de 31,6% de femmes à la PM. Il fallait mettre des femmes dans les listes électorales. Quand on voit les chiffres, et c'est pour ça qu'on est juste avant les États-Unis. Voilà. C'est pour ça. Parce que quand on voit les chiffres, on se dit, mais c'est magnifique, c'est bon d'être une femme en Algérie. Mais en vérité, qu'est-ce qui se passe? Les femmes sont en bas de liste, elles font du remplissage. Elles n'ont pas de réel pouvoir décisionnel. Elles font de la figuration. Parce qu'on a décidé, pour la vitrine internationale, que les gens pensent que les Algériens sont des démocrates, des gens qui sont libérés, des gens qui s'occupent bien de leurs femmes. On a voulu leur jeter de la poudre aux yeux. On a dit la femme à la PN. Et on a mis des femmes à la PN. Et juste au départ, en 2012, il y a eu donc 31,6% de femmes. 31,6% de femmes à la PN. Il y a eu des femmes ministres, il y a eu plein de femmes qu'on a mis sur le devant de la scène. Et on a voulu revoir un petit peu le code de la famille. Parce que les femmes se sont organisées et ont commencé à manifester autour des anciennes moutahidettes qui ont quand même fait pas mal de travail de sensibilisation pour la protection des droits de la femme. Et à cause de cette pression, on a revu les textes de loi dans le code de la famille. Par exemple, on a reconnu, on a criminalisé
les actes de violence vis-à-vis des femmes. Quand je dis vis-à-vis des femmes, je ne parle pas des femmes comme ça, comme une entité abstraite. La femme, c'est la maman, c'est la fille, c'est la sœur, c'est l'épouse. C'est la mère. C'est la mère, oui. Un homme qui parle d'abord de sa mère. Il parle d'abord de sa mère. Mais, non, la mère, c'est bien. C'est aussi l'identité, hein. Bien sûr, non. Je voulais juste plaisanter avec mon mari qui vient de me reprendre ici. Donc, on a voulu quand même, on s'est dit, il vaut mieux quand même un petit peu desserrer les taux sur ces pauvres femmes. Donc, on va essayer d'amender ce code de la famille qui est inique quand même. Qu'est-ce qu'on a fait? On a criminalisé les actes de violence. On a essayé de faire des lois pour pénaliser celui qui voulait déposséder sa femme ou sa fille ou sa sœur. On a pour le harcèlement de rue, etc. On a fait ça d'un côté. C'est bien, c'est positif, c'est quelque chose de bien parce qu'on avance. Mais à côté, à cause justement du remue-ménage que cela a provoqué, on a introduit un amendement. Qu'est-ce qu'il dit cet amendement? Il dit que si la femme, victime de violence conjugale, ou victime de harcèlement, ou victime par exemple de dépossession de ses biens, pardonne, les poursuites sont abandonnées. Et quelle épouse, quelle mère, quelle sœur ne pardonnerait pas? Parce que c'est chouma d'aller devant les tribunaux et de dire mon père, mon frère ou mon mari m'a spolié ou m'a battu ou a failli me tuer, etc. Donc, ce qu'on a essayé de donner d'une main, on l'a repris de l'autre. En ce qui concerne la polygamie, qui aussi, quand même, faisait partie des revendications des organisations féministes, on a amendé le texte de loi qui accordait la polygamie aux hommes. Qu'est-ce qu'on a dit dans cet amendement? On a dit, pour que l'homme puisse prendre une deuxième épouse, il faut qu'il ait l'assentiment, l'accord de sa première épouse. On sait ce qui s'est passé après. Ça n'a pas empêché les hommes d'avoir une deuxième, une troisième, une quatrième épouse. Et notre livret familial, jusqu'à présent, on tient qu'à la première, deuxième, troisième et quatrième épouse. Vous voyez? Donc, tous les problèmes que nous vivons viennent de ça, de cette difficulté à choisir une orientation claire. On est partagé entre modernité et conservatisme. On est partagé entre la société laïque et le religieux. On n'arrive pas à faire la part des choses. On se dit laïque. Officiellement, l'Algérie est laïque, mais tout aussi officiellement, dans la Constitution, il est dit que l'Algérie que l'islam est religion d'État. La terre algérienne est musulmane. La terre algérienne est musulmane. Non, mais le simple fait de dire que l'islam est religion d'État est significatif et en fait ne veut rien dire. Qu'est-ce que c'est qu'une religion d'État? Si on devait définir le terme religion, l'expression religion d'État, on n'arriverait pas à la définir. La religion est une affaire d'individus. Les individus peuvent se constituer en communauté et choisissent, par exemple, tel culte. Mais un État, une religion d'État, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça entraîne comme dispositif juridique et comme comportement? Donc, toute cette confusion fait qu'on n'arrive pas à avancer. On n'avance pas en général. On n'arrive pas à avancer ni... Ce n'est pas uniquement une question de femmes, en fait. C'est l'Algérien, homme ou femme, qui n'arrive pas à avancer, à construire. Parce qu'il y a trop de problèmes en suspens. Il y a trop de flou. On n'arrive pas à trancher. On n'arrive pas à trancher. Comme je disais,
essaie de ménager le chou et la chèvre. Et on joue une sorte de pièce de théâtre, tout ce qui se fait en coulisses. C'est quelque chose. Et ce qu'on présente à l'Assemblée, surtout pour la consommation internationale, c'est tout à fait autre chose. On est en train de jouer à une pièce de théâtre où vraiment les spectateurs ne sont plus naïfs. Ils savent ce qui se trame en coulisses. Ça crée un malaise. Ni les Algériens ne sont heureux pour le moment. Donc, quand je parle des droits de la femme, pour moi, les droits de la femme ne sont pas dissociables des droits de l'individu, de l'être humain tout court. Si l'être humain, si l'homme est équilibré, on ne parlerait même plus de féminisme. Parce que la femme, l'homme, auraient leurs droits, les mêmes droits, protégés. Et on n'aurait plus cet antagonisme entre les femmes et les hommes, lequel antagonisme dans la vie de tous les jours ne devrait pas exister, comme je le disais, parce que la femme n'est pas une entité abstraite. C'est la mère, c'est la sœur, c'est l'épouse, c'est la mère. La mère. Pourquoi vous n'avez pas commencé par l'épouse, vous-même? C'est les... Ben oui. Et pour nous, les femmes aussi, l'homme n'est pas une entité abstraite parce que c'est le mari, c'est le papa, c'est le frère, c'est le fils. Donc cet antagonisme n'a pas lieu d'exister dans un État qui est attentif à promouvoir les droits de l'être humain. C'est ce qui se passe en Suède. C'est ce qui se passe en Suède. Les droits de tous sont protégés. Et bien sûr, les droits des femmes l'ont été particulièrement parce que l'histoire a démontré que les femmes, dans tous les cas de figure, étaient les laissées pour compte dans une société donnée. Comme je le disais auparavant, les femmes trinquent toujours les premières quand il y a conflit, quand il y a pauvreté, quand il y a... C'est les femmes qui trinquent d'abord, les femmes et les enfants. Donc, ce qui nous amène à mon livre, je vous rappelle, j'ai écrit un livre là-dessus. Dans ce roman-là, Voix de femme, voix de fée, je voulais dénoncer le fait que les gens ne sont pas méchants, les hommes ne sont pas méchants. Ils reproduisent sans réfléchir des comportements, des atavismes qui maintiennent, pérennisent une domination qui, pour la plupart, continue à exister parce qu'elle a existé. Donc il y a des comportements au sein d'une famille qui paraissent tout à fait normaux, qui paraissent tout à fait naturels, qui sont acceptés. Les gens viennent, voient ce genre de comportement, mais pour eux, c'est normal. On faisait ça avant, on continue à le faire maintenant. Donc, je vais vous lire ce que dit un sociologue quand il a parlé de la situation générale des femmes. Il a dit qu'il y avait uniquement deux manières. Je ne me souviens pas très bien du nom, mais ce sociologue, donc universitaire et chercheur... Jabi, voilà. Merci beaucoup, Ali. Vous voyez, on n'est pas antagoniste, on travaille... On se complète. On se complète, tout à fait. Dans la complémentarité plutôt que dans l'antagonisme. Ce sociologue a dit qu'il n'y avait en fait que deux manières de construire et de gérer une société. En ce qui concerne le Maghreb, il y a eu le cas de la Tunisie et il y a eu le cas de l'Algérie qu'on compare tout le temps, surtout quand ça concerne la gestion des problèmes de la condition féminine. La première politique de construction et de gestion d'une société est celle qui consiste à s'appuyer sur les éléments forts d'une société.
On s'appuie sur les éléments forts d'une société et on avance. C'est ce qu'a fait Bourguiba. C'est ce qu'a fait, c'est ce qu'est en train de faire Bézir Caïd Sebsi. Il y a une deuxième manière de faire les choses. La deuxième manière la deuxième politique de construction et de gestion d'une société, c'est de s'appuyer sur les éléments faibles. On s'appuie sur les éléments, sur les éléments faibles d'une société. C'est ce qu'on fait chez nous. C'est ce qu'on fait chez nous. On s'appuie sur les pauvres, les illettrés, les conservateurs, et parce qu'on sait les gérer. Parce qu'il est facile de les gérer. Qu'est-ce qu'on fait? À chaque échéance électorale, il y a des aides sociales. On distribue les sous, les aides. Et les gens, quand ils voient ça, ils ne réfléchissent pas beaucoup, ils abandonnent en retour leur citoyenneté. Ils se laissent faire. Mais on ne sait pas gérer les jeunes chez nous. On ne sait pas gérer les femmes. Ça pose problème. On essaie de les contenir. On ne gère pas le potentiel. Bien sûr, on ne gère pas le potentiel. Il faut conclure, hein. Il faut laisser un peu de place au débat. D'accord. D'accord. Et donc, justement, j'allais conclure à lui. Ce qui fait que dans cette gestion du pays, on s'appuie sur les éléments faibles pour construire, je mettrai entre guillemets, et gérer la société. C'est plutôt une gestion de la société. Les femmes trinquent. Comme toujours, les femmes trinquent. Et chez nous, les femmes souffrent. Et mon livre en parle, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, j'en ai parlé. Et voilà, je suis heureuse d'avoir pu parler de ce sujet avec vous. Et je vous remercie de votre attention.